Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La Formule 1 est une des plus grosses organisations sportives du sport automobile et on n'arrive même pas à s'imaginer toute l'organisation qui est derrière. Je vous laisse déjà imaginer l'organisation d'une fête entre amis, donc je n'ose même pas m'imaginer l'organisation pour toute une saison entière en Formule 1. Mais bon, commençons la vidéo. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. C'est parti! Avec 21 courses en 2019 et que 17 courses en 2020, ne nous plaignons pas, on en a déjà 17, soyons déjà contents. Mais en 2020, on en a que 17 à cause du Covid-19. Mais s'il n'y avait pas eu le Covid-19, on aurait dû en avoir 22. Donc il y a une course qui s'est rajoutée. Et les courses qui se sont rajoutées, ça serait celui du Pays-Bas, mais qui a remplacé celui de Hockenheim en Allemagne et celui de Vietnam. Bon, moi je vais me baser sur une saison normale comme celle de 2018 et de 2019. On va séparer le transport des matériaux en deux parties, celle qui est critique et celle qui est non critique au développement de la saison de Formule 1. Et je vais commencer par celle qui est non critique. Sera transportée par bateau. Les différents bateaux transportant les matériaux non critiques au développement de la saison de Formule 1 partira de l'UK, donc du Royaume-Uni, pour aller en Espagne, en Australie, au Japon, Chine, mais aussi Canada et Brésil. Sinon le reste se fera par transport routier. Mais jusqu'à présent, tout ce qui est au niveau transport maritime a été arrivé à bon port. C'était tout pour la partie bateau. Maintenant on va plutôt passer à l'équipement plutôt critique que l'on a vraiment besoin pour le développement d'une course et d'un Grand Prix. Pour les parties critiques comme la monoplace, les ailerons, mais aussi les pneus, etc., on va plutôt les envoyer dans les airs avec un avion. Le matériel transporté dans les airs coûte à peu près 100 000 $ par écurie. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe au niveau du transport. Et par la suite, la monoplace sera à nouveau assemblée sur place sur le circuit suivant, avec les suspensions, le moteur, les freins, etc., etc. Mais aussi comme les ailerons avant-arrière, en gros, ils reconstruisent la voiture sur place. En gros, oui, on peut voir comme ça. Mais sinon, si on est en Europe, ou du moins la majorité des Grands Prix européens sont regroupés. Par exemple, si on a le Grand Prix d'Angleterre, le week-end suivant, on aura le Grand Prix de France, etc., etc. Et le transport sera fait par transport routier. Une question que l'on peut se poser aussi, c'est quelle est la différence d'organisation entre un circuit permanent et un circuit non permanent? Ça peut être relativement simple. Le circuit non permanent, il faut qu'il soit à chaque fois reconstruit à chaque fois lorsqu'il y a une course, et c'est beaucoup plus difficile au niveau organisatoire. Le circuit non permanent comme à Monaco ou à Singapour ne fonctionne qu'à des horaires précises, et donc ça doit être énervant pour les écuries qui veulent travailler quasiment H24 lors des week-ends, mais aussi pour les préparations du circuit au niveau des paddocks, barrières de sécurité, mais aussi des tribunes à cause de la circulation routière habituelle. Mais surtout, n'oublions pas les sessions de reconnaissance du circuit qui se passent à pied. Et malheureusement, il doit faire ça aussi lors de la circulation de tous les jours à Monaco ou à Singapour. Une autre question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'il est organisé un Grand Prix? Tu nous expliques comment est constituée une saison, mais il faudrait quand même que tu nous expliques comment est construit un week-end. Ça commence déjà le week-end d'avant, vers les derniers tours de la course. Il commence déjà à désassembler l'écurie avec tous les murs et tout ça pour qu'ils puissent les ranger dans les cargos, parce que chaque minute compte, qu'ils puissent en gagner sur le circuit suivant pour pouvoir prendre après le temps de reconstruire l'écurie là-bas. Mais il faut aussi penser que chaque monoplace sera à nouveau désassemblée et tout détriqué, voire être réassemblé là-bas. Ensuite, lorsque le Grand Prix est fini, il faut bien transporter tout le matériel. Par la suite,
Les écuries arrivent le mercredi pour assembler le paddock, mais aussi l'écurie et leur monoplace. Comme ça, ils seront prêts pour la première session d'entraînement que l'on nomme la FP1. Mais à Monaco, c'est souvent le jeudi où on a le premier entraînement. Et ensuite, plus tard dans la journée, on a le FP2. Et le samedi, le FP3, donc le troisième entraînement. Ensuite, la qualification et la course. Mais comment sont constitués les entraînements? La FP1 et la FP2, ça dure pendant 1h30 le vendredi. Et la FP3, ça dure pendant à peu près 1 heure le samedi. Comme les qualifications et bien sûr la course, c'est le dimanche comme d'habitude. Et après ça dépend des continents. Normalement ça commence toujours à 15h10 heure locale. Parfois c'est 14h10. Pour que la saison reste fluide et que les transports n'aient pas de retard, tout ceci est bien sûr planifié quelques mois à l'avance. La vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et les cloches pour avoir toutes les notifications. Et à vendredi prochain à 18h.